Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les différents projets qui mettent en lumière les forces du territoire. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Du littoral en passant par le Piémont jusqu'au Haut-Pays, les 17 municipalités du Kamouraska débordent de projets qui mettent en lumière notre Kamouraska. Aujourd'hui, on traite de quelques-uns de ces projets et pour débuter, nous parlons avec Mme Mireille Lisotte, directrice générale de Moisson Kamouraska. Bonjour Mireille. Bonjour Annie. Ça va bien? Ça va bien, merci. Mireille, on vous a fait venir ici spécialement aujourd'hui pour nous parler du projet La Boîte Fraîcheur et pour l'expliquer plus en détail à nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que le projet La Boîte Fraîcheur? En fait, la boîte fraîcheur, au départ, c'est une initiative pour contrer les déserts alimentaires. Donc, on offre des boîtes de fruits et légumes, 3 formats, 5 sortes de légumes, 3 sortes de fruits à différents prix. Des prix d'une boîte subventionnée et non subventionnée, et à des différentes personnes également. Donc, c'est vraiment pour répondre à un besoin, répondre des besoins des déserts alimentaires, mais ça prône aussi des saines habitudes de vie. Et il y a aussi le côté de gestes solidaires. Les gens peuvent acheter une boîte pour des personnes qui vivent une précarité. Donc, il y a un montant d'argent qui est attribué pour avoir un rabais sur une boîte. Donc, on ne s'adresse pas nécessairement juste aux familles, on s'adresse aux personnes seules ou... Oui, effectivement. Donc, il y a 3 formats pour les personnes seules, famille moyenne et pour une plus grande famille. Puis, c'est pour toute la population également. Et est-ce que c'était un besoin que vous sentiez chez Moisson Kamouraska? Il y avait une clientèle, justement, qui avait ce besoin, de mieux se nourrir et de 2, qui avait besoin de banques alimentaires, finalement. Il faut se rappeler l'historique. Au départ, Moisson Kamouraska était le fiduciaire de ce projet-là. Donc, c'est un projet qui est concerté sur 3 MRC. Par la suite, nous, on l'a repris puis on l'a intégré à notre à notre mission, parce qu'au niveau de Moisson Kamouraska, les gens qui utilisaient la boîte fraîcheur, 50 de ces gens-là se tournaient vers un dépannage qu'on appelle alternatif, qui est le dépannage à boîte fraîcheur. Donc, c'est un projet qui a grandi au fil du temps parce que ça fait déjà 5 ans qu'il existe. Puis en plus, il y a eu 1 an de concertation avant tout ça. Fait que oui. Bien, justement, concertation, d'avoir plusieurs partenaires qui vous épaulent à l'intérieur. Qui nous épaulaient, oui. Il y avait les différents... au niveau des MRC, les Basques, Rivière-du-Loup, Kamouraska, il y avait différentes instances, différents organismes aussi qui œuvraient de près ou de loin avec la sécurité alimentaire. Et parmi ces 5 années-là, le projet, quand même, je pense, va bien, est en branle, roule bien, du moins. Mais quels ont été les principaux défis et quels sont-ils encore? Là? Les principaux défis, c'est la pérennité, de trouver du financement pour justement soutenir un projet comme celui-là. La boîte fraîcheur, ce n'est pas un organisme, c'est une entité dans une organisation. On sait qu'il y a des besoins. Le fait qu'il y a des fruits et légumes, nous, on n'a pas le contrôle sur la fluctuation des prix. On achète beaucoup avec des producteurs locaux, mais des fois, on n'a pas le choix de se retourner vers des producteurs, pas des producteurs, mais des commerces, des grossistes. Et là, c'est là que ça devient un petit peu plus dispendieux pour nous. On doit essayer toujours d'avoir un ratio qui est équitable pour nos clients. Dans les années passées, on faisait tout le temps l'économie versus les autres magasins. Il y a vraiment une belle économie quand on l'achète au niveau de la boîte fraîcheur. Mais la plus grosse problématique que nous, on a rencontrée, c'est vraiment au niveau du financement et de la pérennité. Et donc, là, ce que vous me dites, c'est que Moisson ne suffit pas nécessairement avec ses propres fruits et légumes, donc va aussi chercher de l'aide chez d'autres grossistes. Oui, en fait, il faut ne pas penser que c'est des produits que nous récupérons. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment des produits qu'on a achetés chez des producteurs ou chez un grossiste. C'est vraiment pas des donations qu'on reçoit. C'est vraiment des produits qui sont considérés A1, qui sont vraiment très, très bons. Nous, on a fait différents projets avec différents producteurs de la région pour faire un inventaire de tout ce qu'ils pouvaient avoir sur le territoire au niveau du Bas-Saint-Laurent pour pouvoir alimenter la boîte fraîcheur. Et jusqu'à maintenant, les retours, j'imagine, c'est beaucoup positif. Là, Bien, on a vraiment des clientèles qui sont fidèles. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de frais d'adhésion. Les gens peuvent acheter comme ils veulent. On a vraiment des clients qui nous courent après si on veut. C'est quand la prochaine boîte fraîcheur? On a aussi des outils intéressants avec ça, avec une espèce de petite info qu'on donne dans la boîte, le petit journal, comment cuisiner la courge, etc. Il y a vraiment un lien aussi d'éducation populaire, si on veut. Et c'est vraiment un très beau projet, là.
Bien, là-dessus, Mme Mireille Lizotte, avant de céder la parole à votre coordonnatrice de la boîte fraîcheur, Mme Louise Chrétien, nous allons aller regarder la capsule vidéo qui a été réalisée dans le cadre des Bons coups du Kamouraska 2016. Parfait. Le bon coup de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Moisson Kamouraska et le projet La Boîte fraîcheur. Qu'est-ce que la boîte fraîcheur? C'est rendre accessibles les fruits et légumes sur 3 MRC, dont la MRC du Kamouraska, Rivière-du-Loup et des Basses, tout en favorisant le développement et l'installation de saines habitudes de vie. Qui sont nos partenaires pour le projet La Boîte fraîcheur? C'est 11 partenaires, dont la MAPAC de Rivière-du-Loup, la SADC de Rivière-du-Loup, la Traversée, le Carrefour d'initiative populaire, Moisson Kamouraska et les organisateurs communautaires des 3 MRC, Basque, Rivière-du-Loup et Kamouraska. Le projet de la boîte fraîcheur est un projet enrichissant pour la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière parce que nous avons des producteurs locaux qui nous fournissent des produits pour mettre à l'intérieur de nos boîtes et nous avons un point de chute aussi qui est à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La boîte fraîcheur est une fierté pour la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière parce que c'est une réussite présentement disponible sur une base volontaire des fruits et légumes pour toute la population des 3 MRC. Donc, à la lumière de cette capsule, Mme Louise Chrétien, coordonnatrice de la boîte fraîcheur, eh bien, on comprend que c'est des aliments assez frais et vraiment qui donnent l'eau à la bouche, en tout cas, qui se retrouvent dans la boîte fraîcheur. Oui, c'est ça. C'est toujours des aliments frais qu'on achète pour chaque livraison. C'est à 2 semaines. Et c'est sûr que durant la période estivale, maintenant, on n'est plus là. C'est vraiment l'automne à partir d'octobre, septembre-octobre, jusqu'au mois de mai. On est actif là, au niveau de la boîte fraîcheur. Donc, l'aspect que ce soit des fruits et légumes frais, j'imagine que c'est quelque chose qui est apprécié de la clientèle aussi, là. Oui, mais c'est sûr, les gens, c'est ce qu'ils recherchent, là, les aliments frais. C'est sûr qu'ils ont une certaine variété aussi durant la saison un peu moins hivernale. On essaye vraiment d'aller chercher des aliments très variés. C'est sûr qu'on n'ira pas vers l'exotique. Il faut que ce soit vraiment des aliments de base. Et à part le fait que ce soit des aliments frais, quels sont les autres effets positifs qu'on remarque là, chez la clientèle qui utilise la boîte fraîcheur? Mais on dit souvent que la moitié de notre clientèle, 50 de notre clientèle, est les gens à faible revenu, souvent les étudiants aussi, parce qu'on a vraiment 2 écoles. On a ici à la Pocatière le cégep et le pavillon à Rivière-du-Loup, que les étudiants ont accès à une boîte à prix avec un rabais. Donc, ça permet justement aux étudiants d'être mieux outillés, d'avoir des aliments, de savoir travailler aussi les aliments, mais en même temps, plus concentrés lors de leur cours. Oui, vous dites effectivement de savoir cuisiner aussi les aliments. Tout à l'heure, Mme Lizotte nous parlait d'un dépliant qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. De quoi il s'agit au juste? Bien, dans le fond, c'est le petit bulletin. On a un bulletin qui est toujours livré soit par courriel ou directement sur papier. Les gens ont un aliment vedette, qu'on pourrait dire. Ça peut être la carotte, le céleri, ces choses-là. On met vraiment tout ce qui est aliments en lien avec ça, les recettes, pour pouvoir le cuisiner, l'apprêter. OK. Et puis, en 2018, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent aussi pour la boîte fraîcheur? Est-ce qu'on désire élargir un peu nos horizons? Peut-être un petit nouveau projet, mais qu'on ne peut pas encore mentionner nécessairement. Mais oui, on a fait quand même, dans le passé, on a eu 2 saisons d'émissions avec Cuisiner votre boîte fraîcheur, qui a fait vraiment sensation, qui nous a amené aussi de la nouvelle clientèle. Fait que ça nous a fait connaître un peu plus, là. Et maintenant, justement, si on veut vraiment utiliser les services de la boîte fraîcheur, comment on fait concrètement? Mais dans le fond, les gens peuvent se présenter directement chez Moisson à la Pocatière, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, pardon. Sinon, peuvent aller sur notre site Internet, laboîtefraîcheur.com ou me téléphoner directement à 418-371-1820 pour pouvoir passer une commande ou avoir de l'information. D'accord. Bien là-dessus, Mme Louise Chrétien, merci de votre temps aujourd'hui. On invite les gens à aller sur le site Internet moissonkamouraska.org ou alors laboîtefraîcheur.com pour avoir plus de détails. Et on espère que vous aurez nos séries d'émissions à MaTV Bas-Saint-Laurent pour nous montrer comment cuisiner notre boîte fraîcheur. Merci.
Un autre projet qui a su faire rayonner le Kamouraska est très certainement à l'été 2017, la tournée du Haut-Pays, dont on arbore fièrement le chandail aujourd'hui. J'accueille Alexandre Bibeau, agent régional pour le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Bonjour. Bonjour, Annie. Alexandre, dites-nous d'où est partie l'idée de faire une tournée du Haut-Pays? En fait, j'ai envie de dire, c'est pratiquement dans la nature, dans la mission de base du parc régional de faire rayonner l'ensemble de son territoire. Donc, c'est simplement en discutant avec le comité du parc régional puis avec nos partenaires, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant cet été, on se met tous en commun, les municipalités du Haut-Pays, les partenaires, puis on essaie d'offrir une programmation d'activités pour les gens du Kamouraska, mais aussi pour les visiteurs. Puis c'est un peu comme ça, là, de fil en aiguille, qu'on est arrivé avec la tournée du Haut-Pays. Donc, comment ça s'est bâti, cette tournée-là? Est-ce que ça a nécessité beaucoup de rencontres ou il y a d'emblée des partenaires qui se sont tout de suite joints? C'est sûr que ça a demandé un certain nombre de rencontres, plus d'une cinquantaine, en fait, pour préparer tout ça, oui. Mais assez rapidement, il y a des choses, on va dire, évidentes qui ont apparu. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut offrir aux visiteurs comme activité, comme loisir ou comme événement? Et puis là, on s'est aperçu, OK, à Saint-Joseph, un des attraits particuliers, c'est la rivière du Loup. Pour y accéder, il y a Zone Aventure qui est là. Qui peut nous aider à interpréter la rivière du Loup, son importance? Au Bakir. Donc, c'est important d'utiliser ce qui se fait déjà, là. Oui, on n'a pas tenté de créer de nouvelles choses. À la rigueur, ce qu'on peut avoir fait, c'est d'utiliser des choses existantes ou d'avoir travaillé avec des partenaires pour mettre en valeur des lieux d'une manière différente. Ça, peut-être, mais en gros, on a surtout tenté de faire rayonner des attraits existants du parc pour que les gens du territoire montent dans le Haut-Pays, elles vivent des expériences positives, le fun dans le Haut-Pays. Puis c'est vraiment ça qu'on a fait. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'activités qui ont eu lieu? Oui, certainement. Comme je viens de le mentionner, il y a la descente avec Zone Aventure de la rivière du Loup, avec 80 personnes en 2 groupes. Donc, des grands-parents, des parents, des enfants, avec l'organisme Bakir pour l'interprétation. On a eu sa Groove sous le chapiteau à Saint-Alexandre avec le camp musical. On a organisé un tournoi de pêche en collaboration avec vraiment beaucoup de partenaires, dont la Salopette, Côté Est, Les Branchés, Comité des loisirs de Saint-Bruno. Là, c'est un tournoi de pêche où la pourvoirie des Trois-Lacs nous ont fourni l'ensemble de leurs embarcations et de leur staff. Et c'est ça, tournoi de pêche par enfant. Et c'est des enfants de 3 ans et 5 ans qui ont gagné le tournoi. Bien, écoute, c'est de la belle rétention, ça. Oui, on prépare la relève. Il y a eu ça, il y a eu une visite au lac de l'Est en ponton. On s'est rendu presque jusqu'à la frontière. On a eu une soirée chic et rythmée du côté de Saint-Onésime et une journée à Saint-Gabriel pour les enfants avec la troupe de 100 000 lieux qui ont utilisé un lieu fort du parc, la pinette du parc Garneau, comme une immense scène de théâtre. Est-ce que Dame Nature a été parmi vous pendant l'ensemble des événements? Elle est un peu récalcitrante à une occasion en particulier pour l'activité à Saint-Gabriel, où on a terminé sous la pluie, mais les gens vaillants et braves ont resté jusqu'à la fin pour connaître le dénouement. Mais pour le reste de l'été, ça a été. Ça ne les a pas empêchés de se joindre à la parade. Dites-nous, Alexandre, quelle a été la réaction de vos partenaires suite à la tenue de ces activités-là? Ce qui en est ressorti pour les partenaires, c'est souvent de dire c'est plaisant de recevoir les gens d'ici. Ça, c'est une chose qui est ressortie parce que souvent, les acteurs en tourisme reçoivent des visiteurs qui viennent de l'extérieur du Kamouraska. Mais là, d'avoir les acteurs locaux, les familles d'ici, les gens d'ici qui viennent sur leur site, ça a été un gros plus. Et ils ont revu ces gens-là pendant l'été qui ont ramené d'autres gens. Bien. Donc ça, c'est très intéressant. Aussi, beaucoup de liens avec des partenaires du littoral qui sont venus se greffer dans les événements du Haut-Pays. Tantôt, j'ai parlé de Côté Est. Kim Côté et Perle nous ont fait un souper grillade après le tournoi de pêche au parc municipal de Saint-Bruno. Donc, on a réussi à créer plein de liens, plein de cohésion entre des partenaires du littoral, du Haut-Pays. Puis ça a beaucoup ressorti. Puis sinon, je pense que globalement, tout le monde était content de participer à des événements caractère festif, événements heureux et gratuits. Donc... Oui, c'est vrai, hein? C'était quand même un avantage de la tournée. Oui. Les événements dans l'ensemble étaient gratuits. Absolument. Et il y a eu combien de visiteurs au total? Au total, c'est un peu plus de 800 personnes qui ont participé aux événements. On enlève les bénévoles, les partenaires, tout ça. Sinon, c'est presque 1000 personnes là, qui ont été là au total. Puis, je pense que c'est important de souligner, on a dit que c'était gratuit, c'est parce qu'on a eu un gros support de nos municipalités, des partenaires qui nous ont offert vraiment des réductions importantes sur leurs services et aussi la participation de la MRC avec le Fonds de développement du territoire. Et parmi l'ensemble des activités, est-ce qu'il y en a une parmi celles-ci que les partenaires ou les gens ont dit « Hey,
Je pense qu'on a quelque chose, on a semé quelque chose. À l'avenir, je pense qu'on va le faire encore. Il y a plusieurs événements, je pense, qui ont suscité cet intérêt-là. J'espère qu'on aura la chance de les reproduire, mais c'est certain que la descente en kayak, ça a été une journée magnifique, autant pour les gens que pour les partenaires. Le tournoi de pêche, pareil. Sur les 80 personnes qui sont venues à la pêche, il y en avait une vingtaine seulement qui connaissaient la pourvoirie des Trois-Lacs. Donc, mais ils sont revenus quand même. Fait que... Il y en a qui sont retournés parce que la pêche a été bonne en plus. Oui. L'activité au lac de l'Est, ce ne serait pas surprenant que le camping offre à nouveau des balades en ponton sur le lac pour les gens parce que ça a été apprécié. C'est une retombée qu'il y a eu partout. Après, est-ce qu'on va le refaire sous la forme de tournée du Haut-Pays avec les mêmes événements? À ce stade-ci, je ne peux pas le promettre. Donc, c'est à suivre. C'est à suivre, mais ce ne serait pas étonnant que les partenaires impliqués reproduisent les activités dans l'avenir. Mais diriez-vous que ça a généré beaucoup de fierté? Surtout. Oui. Je crois que c'est la retombée principale, c'est qu'on a passé un été complet de juin à septembre à entendre parler du Haut-Pays, que ce soit dans les journaux, à la radio, dans tous nos médias, les réseaux sociaux. On a beaucoup entendu parler du Haut-Pays de manière soutenue. Il y a eu des entrevues, il y a eu des reportages, des chroniques, plein de publications, les photos, ça a tourné. Eh bien, ça génère de la fierté dans nos milieux. Autre chose qui génère de la fierté, certainement, le prix remis au Galant Ambassadeur 2017. Oui, le Parc régional des Chanceux, on a reçu ce prix ambassadeur-là. Puis c'est important de souligner que le parc, oui, a reçu un prix ambassadeur pour la tournée du Haut-Pays, mais on l'a reçu au nom des municipalités qui ont participé et de nos 30 quelques partenaires aussi qui ont été impliqués dans la tournée. Et Alexandre, dites-nous pour 2018, que nous réserve le Parc régional? Y aura-t-il, ça me brûle les lèvres, y aura-t-il une tournée en 2018? Comme je dis à ce stade-ci, je ne peux pas promettre qu'il y aura une nouvelle tournée du Haut-Pays comme on l'a connu l'année dernière. S'il y en a une, est-ce que ça va être avec la même formule? Je ne sais pas non plus. Mais dans tous les cas, le Parc régional réserve un projet, peut-être même 2, qui sera réalisé dans l'année 2018, mais à ce stade-ci... C'est à venir, mais on a bien hâte de les découvrir. Merci, Alexandre, de faire rayonner le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska avec l'ensemble des municipalités et des partenaires. C'est un plaisir. Merci, Annie. Le Festival international Euroquestrie est un événement qui fait briller le Kamouraska, entre autres à l'international, en plus de le faire briller ici même au Kamouraska. Je reçois le directeur général du camp musical de Saint-Alexandre pour nous en parler, M. Mathieu Rivet. Bonjour. Salut. Mathieu, Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Mathieu, avant toute chose, on va mettre nos téléspectateurs en contexte en leur faisant visionner la capsule Bon Coup du Kamouraska qui a été présentée en 2016, justement pour parler du Festival international Euroquestrie. Avec plaisir. Ave Maria, gratia plena, alla te, a silencio. Les bons coups du Kamouraska pour Saint-Alexandre de Kamouraska, bien, je suis extrêmement fier de dire que c'est le Festival international Euroquestrie qu'on a mis sur pied en 2015 pour la première fois. Ce festival permet de rayonner à travers tout le Kamouraska et d'offrir aux gens de l'ensemble du territoire des concerts souvent gratuits à contribution volontaire où les gens, autant à Saint-Onésime, à Saint-Pacombe, à différents lieux du parc du Haut-Pays, mais aussi du littoral à Kamouraska, de vivre des activités de rencontres communautaires avec des jeunes musiciens de l'international. Le camp musical est extrêmement content d'avoir pu contribuer à l'organisation d'un festival culturel et touristique pour la merveilleuse région du Kamouraska et est fier de faire rayonner Saint-Alexandre de Kamouraska partout au monde. Mathieu, ce qu'on ne dit pas dans la capsule, c'est que depuis 1989, les Euroquestries, c'est 37 pays, 2100 concerts, 350 000 spectateurs, entre autres. Donc, c'est pas rien. C'est donc pas étonnant que le Festival Euroquestrie s'est mérité justement le bon coup du Kamouraska en 2016. Bien, c'est certain que d'avoir la possibilité d'être associé comme organisation Kamouraska à une organisation de fédération internationale qui gère plusieurs festivals dans le monde et qui offre des événements comme ça,
c'est assez spectaculaire. Puis, tu sais, je pense que ça dénote du temps que le camp musical a investi là, à rencontrer ces gens-là puis à mettre ces choses-là sur pied. C'est une fierté, là, évidemment, pour nous de pouvoir réaliser non seulement le fait d'offrir un séjour à nos jeunes, en même temps que des gens de l'international viennent. Moi, ce que je trouve encore plus beau de ça, c'est d'offrir au Kamouraska un festival international durant une semaine au mois d'août. Effectivement, mais au-delà de ça, avant d'accueillir le premier festival, Mathieu, il y a sûrement eu des pourparlers à l'international. Est-ce que les contacts se sont faits facilement ou ça a été plus laborieux? Je dirais que ça faisait quelque temps déjà que le camp musical pataugeait dans ces eaux-là. On a reçu d'ailleurs plusieurs orchestres, plusieurs chorales de l'international qui venaient, l'espace de quelques jours, faire une tournée de concerts dans la région. On pense à un événement marquant, en tout cas pour moi aussi. Je pense que c'était en 2008. Le chœur Schumann qui était venu ici, qui avait fait un concert, entre autres, à l'église de Saint-André. Plusieurs choses comme ça se sont placées. Et moi, dans mon autre vie de directeur du camp, je suis aussi directeur d'un orchestre dans la région de Québec qui était déjà associé avec le festival, avec les organisations des Eurocastries. Okay. Et j'ai pu voyager, rencontrer les gens qui s'occupaient de ça. Donc, lorsque il y avait une possibilité d'organiser un festival dans notre milieu, on a levé la main et on a dit « allons-y ». C'était une très bonne idée. En tout cas, ça a porté ses fruits. Et c'était les premiers à l'époque, les premiers balbutiements du festival qu'on allait accueillir en 2015 ici pour la première fois. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est exactement le Festival international quand on le reçoit? Est-ce que ça peut prendre plusieurs formes ou c'est une forme assez statique? C'est assez... L'objectif des Eurocastries, au fait, c'est d'organiser des rencontres entre des orchestres de jeunes de moins de 25 ans. Donc, c'est leur mission principale. De là, ça ajoute beaucoup d'éléments comme le fait de donner la chance à des jeunes chefs de pouvoir présenter leur carrière, de jeunes compositeurs de pouvoir faire leurs premières armes, si on veut. Mais l'idée de la rencontre d'orchestre, c'est ça, la mission même de l'organisation qui est située en France. On reparlera de la rencontre d'orchestre, mais vous m'avez accroché sur les jeunes qui viennent ici, mais aussi les jeunes chefs. Parce qu'il y a quand même eu, au cours des 2 éditions, des chefs de renommée internationale qui sont venus au festival. Tout à fait. Donc, ces chefs-là arrivent avec leur orchestre et dirigent leur orchestre d'une façon autonome. Ils arrivent déjà avec un programme prêt, mais ces chefs-là, évidemment, c'est super intéressant de pouvoir les retrouver sur scène à diriger l'ensemble des orchestres qui se retrouvent dans un même lieu et de produire un autre concert que personne connaît avant d'arriver au moment même du projet des Eurocastries, parce que c'est ça qui est beau. Oui. Chaque orchestre, finalement, font des concerts dans différents milieux d'une façon autonome, mais se retrouvent à travailler un répertoire conjoint encore plus grandiose par le nombre de musiciens et de présenter finalement un événement de clôture qui est le fruit du travail de toute cette semaine-là avec des gens de partout. Ça donne vraiment des concerts majestueux, là. Vraiment, ça sort de l'ordinaire. Et vous parliez tout tantôt de rencontres. Il y a plusieurs types de rencontres. Des rencontres pédagogiques, des rencontres humaines, évidemment, et des rencontres musicales. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ces 3 chapitres-là? Bien, écoutez, de se retrouver dans un même lieu, d'autant plus de se retrouver dans un lieu comme le camp musical Saint-Alexandre, qui a déjà l'habitude de travailler avec des jeunes et qui est un lieu magnifique, bien, c'est certain que le côté humain de ces expériences-là, on ne le voit pas en concert, mais je suis certain qu'on peut se fermer les yeux et comprendre la richesse de ces rencontres-là, parce que là, il y a des gens qui parlent en portugais, d'autres qui sont chinois, d'autres qui viennent du Mexique, d'autres qui viennent de la France, d'autres qui viennent de l'Angleterre. Donc, il y a des gens de partout. Et là, d'arriver à faire un travail commun dans le langage de la musique, c'est quand même déjà tout un défi, mais je pense qu'on y arrive bien, puis c'est bien fait. Tous les gens qui viennent ici sont tous des gens qui sont sensibles à l'éducation puis au fait de partager leur expérience. Bien, justement, ce qui les réunit, c'est justement l'aspect de la musique. Tout à fait. Et comme je le disais, ça donne des concerts majestueux. Et vous disiez tout à l'heure qu'on ne le voit pas en concert, mais je ne suis pas nécessairement d'accord parce qu'on peut dire, si on ne le voit pas, on le ressent beaucoup. Certainement. La dernière fois, il y avait Chloé Sainte-Marie qui était là aussi, qui venait chanter. Il y a eu aussi un chœur qui est venu chanter. Est-ce qu'on va faire appel pour la prochaine édition à un chœur de l'extérieur cette fois-là? Bien, dans les objectifs qu'on avait cette année, on souhaite faire un répertoire symphonique avec chœur. Donc oui, il est question, c'est peut-être le seul que je peux à peu près confirmer, qu'il y ait un chœur de Chinois assez âgé. Là, on a déjà reçu des Chinois qui étaient tous jeunes, mais là, un chœur de 18 à 25 ans, justement,
qui proviendraient de la Chine et un orchestre symphonique. Et on a aussi eu l'idée, parce que ça se fait dans d'autres expériences dans des festivals ailleurs, de former un ensemble de cuivres de jeunes professionnels, donc qui aura un très haut niveau. Mais cet ensemble-là est formé d'individus de partout dans le monde. Il y a déjà des Brésiliens, des Français, des Américains qui vont se joindre à cet ensemble de cuivres-là sous la supervision d'un Brésilien, au fait, qui s'occupe aussi d'un autre festival. Vous voyez l'espèce de mouvance, là, il y a des liens comme ça, et de se retrouver avec un ensemble de gens qui ne se connaissent pas réellement et qui vont passer une semaine à monter du répertoire et à offrir des concerts dans les milieux, parce que c'est ça qui est beau du projet. C'est le fait d'aller à la rencontre des gens dans leur milieu et de faire découvrir la musique classique au plus grand nombre. Parce que là, on parle beaucoup entre nous, on parle du concert de clôture, mais en réalité, il y a plusieurs concerts qui se donnent sur le territoire du Kamouraska lors du festival. Tout à fait. Au fait, il y a 3 jours de festivités, si on veut, dans les milieux, pour se rendre au dernier jour, le 4e jour, qui est le moment du concert final. Donc, les concerts dans les communautés, notre idée depuis le début, ce sera encore ça cette année en 2018, c'est d'offrir 2 concerts par jour à des endroits différents sur le territoire. C'est des concerts qui sont gratuits, à contribution volontaire. Donc, ça permet à tout le monde de profiter de ce moment-là d'une façon locale, mais aussi à notre milieu de lever la main et de dire, ici au Kamouraska, durant une semaine, il y a de la musique symphonique, classique qui se joue et on a un accès à peu près gratuit, là, finalement, à ces événements-là, quelque chose d'assez exceptionnel. Et vous dites ici au Kamouraska, mais en particulier, il y a aussi la municipalité, je pense, qui reflète son attachement au camp avec ce festival-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les bons coups ont été présentés par la municipalité de Saint-Alexandre qui voit en ce projet-là quelque chose qui permet à la municipalité et à l'organisme qui le soutient de pouvoir rayonner à travers le monde. Et la municipalité de Saint-Alexandre, en 2018, aura une importance encore plus grande parce qu'on a décidé de réaliser un projet d'ouverture, donc un concert d'ouverture qui va être très, là, on va voir les drapeaux des différents pays qui seront présents. Ils vont certainement jouer quelques petits extraits de ce qu'on verra dans la semaine. Donc, ce moment-là sera un moment très communautaire aussi, où est-ce que les gens vont manger ensemble pour la première fois, et ça va se faire là, à la municipalité de Saint-Alexandre le 10 août prochain. Ah, d'accord. Donc, d'autres belles nouveautés seront annoncées au printemps 2018 pour l'édition de cet été. Oui. Là, bientôt, il y a un congrès qui s'en vient. Donc, peut-être que vous serez en mesure de bâtir la programmation encore plus en détail, j'imagine, après. Exactement. Puis ce moment-là des congrès est un moment important parce que ça nous permet de rencontrer les autres chefs, les autres organisateurs de festivals, la fédération, donc de mettre des projets peut-être un peu plus à long terme là, sur pied durant ce congrès-là qui a lieu en Estonie cette année. Donc, c'est un voyage assez particulier. Donc, longue vie au Festival international Euroquestrie. Mathieu, merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. On invite les gens du 9 au 14 août au Kamouraska. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.